Le ventre est toujours fécond, d'où peut surgir la bête immonde. Ce fut la mise en garde en 1941 du dramaturge Bertolt Brecht, alors que le nazisme dominait l'Europe et que la France était plongée dans l'abjection de la collaboration. Que peut nous apprendre ce passé? Que peut-il nous dire sur notre présent à quelques mois d'une élection présidentielle où l'extrême droite pourrait, en France, arriver au pouvoir? C'est la question que nous nous posons depuis un lieu qui incarne le sursaut démocratique, depuis le Musée de la Libération de Paris. Et nous nous la posons en compagnie d'une sociologue qui, depuis des décennies, documente l'ascension électorale de l'extrême droite en France, Nona Meyer. Bienvenue à l'échappée. Il n'y a pas d'habit particulier pour ce moine-là. On peut définir le fascisme comme une forme de comportement marqué au coin d'une préoccupation obsessionnelle pour le déclin de la société, pour son humiliation et sa victimisation, et pour les cultes compensatoires de l'unité, de l'énergie et de la pureté. Nona Meyer, bienvenue à l'échappée. Je viens de citer votre collègue historien américain Robert Paxton dans Le fascisme en action, un livre écrit en 2004 sous le choc de l'effet du 11 septembre 2001 et du début de la guerre contre le terrorisme, du Patriot Act, de la brutalisation de la démocratie américaine dont on paye le prix aujourd'hui avec Donald Trump. Et cette citation est évidemment en écho de ce que nous allons visiter avec vous. C'est au fond ce que Michael Fessel avait appelé la récidive. Nous travaillons ici en résonance, les périodes historiques ne sont pas les mêmes, et il faut en même temps comprendre ce qui revient, ce qui ressurgit, et qui mieux placé que vous pour nous le raconter. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, chercheuse en sciences politiques, plus particulièrement spécialiste de la sociologie électorale. Et c'est ainsi que vous en êtes venue à être, sur la longue durée, celle qui a accompagné, étudié, aussi bien au niveau des appareils, des programmes que de l'électorat, l'ascension, le retour de l'extrême droite française, du Front National, puis du Rassemblement National. Et ceci dès votre thèse, qui était sur la boutique contre la gauche. Mais après, c'est devenu des titres. En 1989, le Front National a découvert. 1999, c'est Français qui votent Front National. 2015, les faux semblants du Front National. Et 2025, hélas pas traduit en français, un livre collectif en anglais, French Democracy in Distress, la démocratie française en détresse, et où il est dit d'emblée que la France est une loupe, est une loupe grossissante pour comprendre le défi de la démocratie, de la fragilité de nos démocraties. Alors, dans ce registre où on essaye de comprendre, pour reprendre la formule de Bertolt Brecht, ce ventre fécond, c'était cette phrase qui a été traduction un peu fautive de la résistible ascension d'Arthur Rouy, le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde, parce que la bête immonde, il n'y a pas ça en allemand, mais le ventre fécond, oui. Et d'ailleurs, une traduction que j'aime bien, plus récente, dit « le ventre est encore fécond, d'où ça sort ». Et le « ça », eh bien, parce que ça nous oblige un peu à essayer de le définir. Alors, ma première question, on l'oublie un peu, l'ascension électorale de l'extrême droite française commence en 83 et en 84. 83, des élections municipales à Dreux, et 84, une percée électorale aux élections européennes avec Jean-Marie Le Pen. Donc ma question, c'est, pour vous, aujourd'hui, avec le recul du temps, 4 décennies, qu'est-ce qu'il y a de spécifiquement français dans ce retour? Je rappelle qu'en 83-84, l'Union soviétique existe toujours, il n'y a pas la guerre internationale contre le terrorisme, il n'y a pas la chute du mur de Berlin. Donc il y a une histoire française, ce n'est pas les extrêmes droites européennes, c'est une histoire française qui revient. Et quelle est-elle pour vous? D'abord, elle commence avant 40, avant Vichy. Il y a une très vieille tradition d'extrême droite, d'ultra-droite en France, d'une droite conservatrice qui va refuser la révolution de 1789, qui va descendre dans les rues avec le général Boulanger, qui est entre la gauche et la droite. Puis il y a les années 30 et puis il y a 40. Mais disons qu'il y a une très vieille tradition française et que nous avons des penseurs d'extrême droite qui ont influencé le monde entier. Je pense à quelqu'un comme Charles Maurras ou avant lui... Le fondateur de l'Action française. Fondateur d'Action française, et avant lui, tous ces hommes qui ont glorifié l'antisémitisme. Donc tout ça, plus l'affaire Dreyfus, où il y a eu une polarisation de la France,
l'Action française, on vient d'en parler, donc Vichy. Tout cela fait une très longue histoire d'extrême droite. Et ce qui est intéressant dans la résistible ascension du Front National, c'est qu'il va réussir, la raison de sa réussite, c'est qu'il va réussir à fédérer toutes les composantes de l'extrême droite française, y compris au début des royalistes, des nostalgiques de la monarchie, mais sinon il y aura des nostalgiques de Vichy, de la collaboration, des anciens Waffen-SS. Ensuite, il y aura tous ceux qui ont refusé l'indépendance de l'Algérie, qui ont refusé la décolonisation. Il y aura ceux qui se sont révoltés contre la modernisation, les poujadistes. Et on a tout un tas de composantes qui vont être un peu le vivier. Mais pendant 10 ans, c'est le ratage le plus total. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 83-84 pour qu'après la création en 1972, ce parti connaisse enfin un succès électoral? C'est un contexte particulier. Ce n'est pas simplement l'homme qui est à sa tête, avec son bagou, sa verve, Jean-Marie Le Pen. Il était là en 1972. En fait, c'est le choc de la victoire de la gauche. En fait, ce qui va faire décoller ce parti électoralement, c'est le refus de ceux que la droite appelle les socialo-communistes. Et c'est très joli quand on regarde une carte de Paris des résultats du Front National à ces élections européennes de 84. Pour la première fois, il dépasse les 10%. C'est tout l'ouest parisien. C'est tous les quartiers bourgeois. J'avais fait un papier qui s'appelait « De Passy à Barbès ». Pourquoi? Parce que dans les deux cas, de Passy à Barbès, il y a plus d'immigrés, mais ce n'est pas les mêmes. Les immigrés qu'on trouve dans l'ouest parisien, c'est des Espagnols, des Portugaises, qui sont femmes de maison, femmes de ménage. Donc, ça, c'est le point de départ. C'est une partie de la droite qui utilise ces élections de 84, qui ne tirent pas à conséquence, c'est des européennes, on s'en fiche, pour manifester leur exaspération devant la victoire des socialo-communistes et qui ne veut pas voter pour une droite incarnée par Simone Veil lors de ces élections qui leur paraît beaucoup trop modérée. Donc ça, c'est le démarrage, le point de départ. Et à ce moment-là, moi je travaillais sur la boutique et tout le monde disait le prototype, l'électeur type, c'est le petit commerçant, pas du tout. Et à l'époque même, je m'en souviens, on disait c'est comme le poujadisme, ça va être un feu de paille, puisque la boutique, c'est le poujadisme dans les années 50, où Le Pen était déjà député à cette époque. Absolument, le plus jeune député de France. Mais donc à ce moment-là, c'est les gros commerçants, c'est les contremaîtres plus que les ouvriers non qualifiés, c'est des professions libérales. On ne sait pas encore très bien qu'est-ce qu'il a dans le ventre, justement, ce Jean-Marie Le Pen. Mais en tout cas, c'est d'abord la bourgeoisie et les plus aisés qui vont voter. Mais dès 1986, la carte électorale pour les élections législatives se déplace, la routine revient, et cette fois-ci, il commence à mordre le Front National dans l'électorat populaire et ouvrier. Et c'est la jonction de l'atelier et la boutique d'un côté, et graduellement les classes populaires, une partie des classes populaires, déçues par la gauche au pouvoir, donc cette double frustration de la droite qui ne supporte pas les socialo-communistes et une partie de la gauche qui s'estime frustrée, lésée, voilà ce qui va expliquer ce décollage. Ensuite, c'est une histoire qui est un peu la même pour l'ensemble, c'est le choc de la mondialisation, puis tous les chocs plus récents. Vous voulez dire que l'ensemble des extrêmes droites voilà, du monde. Après, toutes les autres extrêmes droites, on va les voir se développer avec la mondialisation. Ça va leur donner un coup de pouce supplémentaire. Mais cette histoire lepéniste, elle se joue là, en 81, 83, et ça c'est particulier. Ensuite, on aura Le Pen, au point que Le Pen va devenir le modèle pour toutes les autres extrêmes droites dans les débuts, à travers l'Europe, ce qu'on a appelé, c'est les clés du succès, il faut imiter Jean-Marie Le Pen. Et puisqu'on reste toujours sur ce moment spécifiquement français, il y a deux ressorts, vous soulignez quand vous dites qu'il a fédéré. Oui. Et on voit bien quand on revisite dans nos deux épisodes précédents, on a revisité le sursaut gaulliste, mais surtout ce laboratoire de Vichy qui fédère. Oui. Quand on parle d'union des droites, c'est-à-dire des droites extrêmes et de l'extrême droite aujourd'hui, en France, c'est ce monde-là, ce monde pétainiste qui mélangeait des extrémistes de droite, mais aussi une droite conservatrice traditionnelle, également antisémite, également ayant peur du rouge, etc. Oui. Mais dans le cas français, et le fait que ce soit sous la présidence de François Mitterrand, il y a une question importante, c'est que dans les ressorts, on pourrait dire d'imaginaire, toute société a un imaginaire politique, a eu des histoires de mémoire, il y a des fantômes. Et en fait, dans les ressorts de l'extrême droite, il y a deux placards à mémoire qui sont importants, Vichy
la collaboration. Et là, on a l'affiliation qui est évidemment historique, hein, ce que vous parliez de l'Action française, c'est cette vieille droite conservatrice française très imprégnée de cette culture-là. Et puis, la question coloniale, puisque les deux défaites de l'extrême droite, c'est 1945 et la décolonisation, d'où son antigaullisme radical. Et là, c'est aussi une histoire française et qui est douloureuse pour les gauches françaises. C'est que la présidence, à l'époque, c'est François Mitterrand qui verrouille ces deux questions. La question coloniale, il ne veut pas la revisiter parce qu'il fut lui-même un des plus ultras sur la question de l'Algérie française et face au FLN algérien. Et puis Vichy, où au lieu de dire bah, « j'ai changé, je vous raconte », il fait comme un secret de famille le fait qu'il a été pétainiste, qu'il a eu la francisque et qu'il restait copain avec René Bousquet, avec ceux qui ont participé à la solution finale. Il participe à brouiller les clivages. Oui. Mais d'une certaine manière, moi j'ai surtout travaillé sur les électorats. Et quand vous regardez cet électorat naissant qui va se développer, ce n'est pas Vichy qu'ils ont en tête, ce n'est pas l'antisémitisme, c'est déjà un peu plus la question coloniale, mais toute la frustration est reportée sur les immigrés. Très tôt, il y a l'idée à partir de 1978, François Duprat, qui est un des adjudants de Le Pen, lui souffle l'idée, les chômeurs, c'est la faute aux immigrés, etc. Et c'est autour de cette thématique de l'immigration liée à la sécurité, puisque les immigrés, 1, ils vous prennent vos emplois, 2, ils menacent votre culture, et 3, c'est les principaux facteurs d'insécurité. C'est là que ça va se nouer. Mais l'ambiguïté même de la gauche est quelque chose qui va peut-être faciliter le démarrage, ou en tout cas faire peut-être qu'on n'a pas très bien compris au départ qui était ce Jean-Marie Le Pen et quel danger il pouvait représenter. Il a été sous-estimé. Mais la question des immigrés, est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie de l'étranger, de l'autre, de l'altérité, ordinaire, habituelle de l'extrême droite? C'est-à-dire elle ne va pas avancer d'emblée avec son programme, mais elle va faire levier de cette question identitaire pour casser ce qui est son vrai ennemi, l'idéal égalitaire. L'égalité des droits. Absolument. S'il y a une caractéristique de la droite opposée à la gauche, c'est ce que Bobbio, un philosophe italien, Norberto Bobbio, il appelait l'étoile polaire de la gauche, c'est l'égalité. C'est bien ça qui les différencie. Mais tout ça se tient. C'est l'idée que l'ennemi numéro 1, c'est l'étranger. C'était les Juifs hier. C'est ceux qui viennent de nos anciennes colonies aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment... Il y a une très très forte corrélation entre tous ces items. J'ai cité tout à l'heure la phrase donc, de Bertolt Brecht dans La résistible ascension d'Arthur Rouy. Je rappelle souvent, on l'a oublié, que quand il a réédité, c'est une pièce de 1941, ouais. Quand il l'a réédité après la Deuxième Guerre mondiale, il a enlevé résistible, parce que ça s'est révélé irrésistible. Au début, résistible, ça veut dire on aurait pu l'empêcher. Aujourd'hui, on est à quelques mois d'une élection présidentielle où, encore une fois, l'extrême droite peut rafler la mise dans sa diversité et avec sa longue durée idéologique et politique et partisane et ses forces sociales derrière. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ascension de l'extrême droite, pour vous, s'est révélée irrésistible ? Je ne dirais pas qu'elle est irrésistible. Je dirais justement qu'elle est résistible parce qu'en politique, c'est Napoléon III à qui on prête la formule « en politique et en amour, il ne faut jamais dire jamais ». Je veux dire, les jeux ne sont pas faits. On peut encore résister, on est encore à un an. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on travaille beaucoup à la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur des thèmes connexes qui sont ceux du racisme et de l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 1990 ? Que dans la société française, enfin la société de la population qui vit en France, où il y a 8% d'étrangers, elle est de plus en plus tolérante. C'est ce que vous avez dit dans votre dernier rapport. Voilà, elle évolue à sens inverse de la poussée électorale du Rassemblement national et de ses droites, et de cette alliance qui se dessine entre droite et extrême droite. C'est pour ça que je dis qu'il y a des raisons de ne pas désespérer. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui ne vote pas, les étrangers. Il y a ceux qui sont issus de l'immigration dans des conditions précaires. Ils pourraient voter, mais ils ne vont pas voter. Et il y a ceux qui pourraient voter, ils sont inscrits sur les listes électorales, mais ils ne vont pas voter le jour de l'élection. Cette France-là, elle est beaucoup plus ouverte et beaucoup plus tolérante. Et j'oubliais les jeunes, qui vont aujourd'hui systématiquement moins voter que les plus âgés. Donc on a un corps électoral votant. Je ne voudrais pas paraphraser Maurras et la différence qu'il y a entre le pays légal et le pays réel, mais on est
il y a quelque chose de ce genre qui fait qu'il y a un écart croissant entre la société et ceux et celles qui la représentent et qui gouvernent. Donc, si on arrive à mobiliser cette France-là, alors oui, elle est résistible, l'ascension du Rassemblement national. Rien n'est joué d'avance. Quant au sondage, j'ai dans mon bureau, j'ai des boîtes pleines de sondages où on annonce, ça y est, demain, ils vont être à l'Élysée, ça y est, ils ont gagné. Il a quand même été créé en 1972. Ça a mis du temps à progresser. Oui, il monte progressivement, l'image du parti a changé, mais il n'est pas encore au pouvoir. Et si vous voulez, on peut parler très longtemps des faiblesses du Rassemblement national. Oui. Mais je suis entièrement d'accord avec vous sur ce décalage, je dirais, entre la vitalité de la société française et sa représentation, et pour inclure notre terrain où nous sommes ici, qu'elle soit politique, électorale ou qu'elle soit médiatique. Ce mot représentation, on a des représentants, mais on a aussi ce que nous renvoie le monde médiatique. J'entends ce que vous dites, et en même temps, cet ouvrage collectif que vous avez animé, vous mettez la démocratie française en détresse. En détresse. Donc, il y a quand même, et avec ce risque que représente l'élection présidentielle française, qui est une roulette russe, il faut choisir une seule personne, il y a quand même une fragilité spécifique. C'est-à-dire que cette société bouillonnante, tolérante et tout, elle est en même temps mise en péril par, j'allais dire, l'entonnoir électoral que nous avons en perspective. Et par la surdité de celles et ceux qui nous gouvernent. La conclusion à laquelle on arrive en ce livre, c'est qu'on parle beaucoup du populisme, de la déconsolidation démocratique. Quand on regarde bien les sondages, il n'y a pas de désaffection à l'égard de la démocratie. Il y a le sentiment que la démocratie ne fonctionne pas. Il y a le sentiment qu'on ne nous entend pas. Donc le problème, il est là. Le problème, je dirais, c'est ceux d'en haut, plus que ceux d'en bas. Le poisson pourri par la tête. Le poisson pourri par la tête. Il y a un Américain, un politologue américain, Larry Bartels, qui dit « Democracy erodes by the top ». La démocratie s'érode par le sommet. Et donc, c'est arriver à combler ce lien. Je veux dire, la révolte des Gilets jaunes, sur lesquels on a tellement écrit. Il y avait dedans une aspiration à être entendu. Les cahiers de doléances qui n'ont pas été analysés. Il y a périodiquement le sentiment que là-haut, il n'y a personne qui nous entend. Et donc, c'est ça le problème. C'est ça qui rend la démocratie fragile. Parce qu'un jour, il peut y avoir une explosion. C'est ça le problème. Mais pour nous, le peuple, la société, n'est pas du tout en demande des idées du Rassemblement national et de cette idée force dont on tourne autour depuis le début, mais qui est la préférence nationale, rebaptisée la priorité nationale. Parce que c'est ça le cœur du programme. Si vous regardez la proposition de loi constitutionnelle qu'ils ont, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont utiliser l'article 11 pour faire adopter par référendum une réforme. 17 articles seront modifiés, on en ajoutera 7 autres à la Constitution. Et on mettra un tract sur la Révolution nationale, justement. Révolution nationale qui avec rentre un écho sur Vichy. Et donc là, on est au cœur du danger. C'est pas la peine d'aller parler de fascisme ou de nazisme, ça fait plaisir de crier dans la rue F comme fascisme, N comme nazi, mais ça fait pas progresser. C'était quelque chose qu'on pouvait dire quand il apparaît sur la scène politique. Et je me souviens, tout le monde a oublié, mais à la Commission européenne, il y avait 115 députés qui demandent, vers les années 83-84, de faire une enquête pour voir si c'est le retour du fascisme. Et l'enquête, aux grandes dames de Jean-Marie Le Pen, est menée. Depuis, il a évolué, ce parti. On ne peut pas rester, il n'est pas fixé pour toujours, sauf sur un point, la priorité nationale. C'est là que réside le danger. La xénophobie. Mais d'ailleurs, dans ce livre non traduit en anglais, d'ailleurs, dès l'introduction, vous parlez Macron terme, le tournant Macron, par rapport à cette responsabilité. On pourrait dire le ministère de l'identité nationale sous Sarkozy, la déchéance de nationalité sous Hollande-Valls, et puis Macron qui a fait l'inverse du fond du mandat des électeurs. Donc c'est ça que nous payons. Mais continuons la résonance, puisque la résonance qu'on a vue dans les épisodes précédents, la sidération, notamment des alliés anglais et américains, sur l'effondrement de la France. La France a l'armée la plus forte, ils sont sidérés, tétanisés, d'où le fait que pour Roosevelt, la France n'existe plus, qu'il faut la mettre sur protectorat. Ils n'ont jamais imaginé que ça puisse arriver. Et non seulement c'est un effondrement militaire, mais en quelques jours, à Vichy, c'est un effondrement démocratique. Il y a tout ça. Et
toutes les études historiques sur l'opinion publique montrent que l'opinion publique, et d'ailleurs ça a sauvé une bonne partie, heureusement, des Juifs de France, l'opinion publique n'est pas majoritairement antisémite, elle n'accompagne pas la solution finale, je prends pour la comparaison avec la Pologne. Bon, bref, on voit bien, mais néanmoins, l'événement a lieu, et l'événement est de sidération. Alors je vous fais il ne faut jamais prédire l'avenir, et en effet, je suis d'accord avec vous, rien n'est fatal, rien n'est écrit, néanmoins. Supposons, par cette roulette russe présidentielle, que l'extrême droite arrive au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que, quels que soient les anticorps de la société, vu tous les aveuglements, tous ceux qui se sont accommodés, tous ceux qui ont fait la courte échelle, tous ceux qui ont pris les mots, vous avez d'ailleurs participé avec Alain Policard et Philippe Corcuff à un livre autour des mots, les mots qui fâchent, comment certains, par obsession de l'islam, obsession des minorités, obsession du genre, du refus des LGBTQIA+, et autres, est-ce que vous ne pensez pas la possibilité, toujours en résonance, en cas de victoire, d'une sorte de sidération qui tombe sur la société française? Je n'ai pas de boule de cristal, et c'est toujours extraordinairement difficile de prédire. Je pense qu'il y a quand même encore des anticorps dans la société française, et qu'on n'est quand même pas dans la situation de 40. On n'a pas une armée ennemie à nos portes. On n'est pas il n'y a pas l'occupation, la collaboration, enfin, tout un système beaucoup plus dramatique que celui dans lequel on est aujourd'hui. Vous me direz qu'il y a des bruits de bottes à travers l'Europe, mais on n'est quand même pas exactement dans la même situation. Donc, et par ailleurs, il existe encore, et c'est pour ça qu'il faut se battre pour les préserver, des contre-pouvoirs, des cours, de la justice, le Conseil constitutionnel. Donc, rien n'est encore joué. Moi, ce qui me semble le plus dangereux, c'est là que je verrai plus le parallèle. Je veux dire, c'est Mark Twain qui disait « l'histoire ne se répète pas, mais elle rime parfois ». Donc, il y a des correspondances. C'est l'alliance possible entre la droite traditionnelle et l'extrême droite. Elle est devant nous, avec Éric Ciotti, avec Bruno Retailleau. Ils sont encore divisés sur la question, mais c'est vrai que tous les sondages qu'on a regardés, notamment le baromètre d'image sur le Rassemblement national, qui depuis 1983, nous montrent que jamais l'électorat LR, les Républicains, n'a été aussi proche de celui du Rassemblement national. Jamais il n'a été autant demandeur d'une alliance, c'est plus de 70% dans la dernière vague de cette enquête. Jamais autant, et là il faudra regarder, il y a un excellent travail en cours de Vincent Martigny et Florent Ségel qui est en train de regarder systématiquement les votes à l'Assemblée nationale, là où LR et RN ont voté pareil, sur certains thèmes. En partie même les députés macronistes. Et parfois. Certains députés macronistes, oui. Mais en tout cas, le gros du travail est là. Ce qui se passe au Parlement européen. Donc, je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais je dis qu'on a encore un peu de temps pour se ressaisir. Et que la seule chose que l'on puisse faire, c'est remobiliser l'ensemble de l'électorat potentiel, dont une si grande partie aujourd'hui se tient éloignée des urnes, mais qui est capable de se ressaisir. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième tour des élections législatives? Qui pouvait prévoir de 2024? Le nouveau Front populaire. Qui pouvait prévoir le nouveau Front populaire? C'est la société qui a poussé. Oui, mais moi, c'est ce que je pense que cela est possible, encore une fois. Je peux me tromper, j'espère que non. Alors, je vais continuer les arguments pessimistes, puis on va revenir sur les solutions. Vous avez dit, et on n'est pas en 40, en effet, il n'y a pas de défaite, une guerre qui est un impérialisme sur l'Europe, qui est colonialiste, le colonialisme faisant retour avec l'hitlérisme. Mais il y a des résonances internationales. Oui. Nous sommes dans un monde qui, y compris, ça déstabilise une partie des repères de la gauche, puisqu'au fond, l'hydre qui va accompagner cette ascension de l'extrême droite pour la présidentielle, elle a deux têtes. Elle a Trump, oui, mais elle a Poutine. D'ailleurs, nous avons documenté s'il y a eu des liens idéologiques, des financements, des accompagnements. Ils sont venus du poutinisme et de cet héritier de la grande Russie tsariste et stalinienne. Et donc, ces forces internationales vont jouer. Pour eux, c'est la mère des batailles de faire tomber la France. Faire tomber la France au cœur de l'Europe, mais c'est essentiel. Oui, vous avez raison, le contexte international est inquiétant et dangereux, mais en même temps, là encore, je dirais, les choses peuvent évoluer. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec Trump dans les prochaines midterm elections. C'est cet automne. C'est cet automne. Il y a un ressaisissement
du côté des démocrates. Et si vous regardez du côté des alliés objectifs de Trump, genre la Hongrie, il est tombé, Orban. Un sursaut de la société. Il y a un sursaut. Aussi. Donc là encore, moi je mise sur un sursaut de la société. Je suis peut-être naïve et trop optimiste, mais je pense que c'est encore possible si on s'y prend maintenant. Alors, deuxième argument, en plaidant le pessimisme, j'ai parlé de la particularité institutionnelle française. Je sais bien que vous n'êtes pas dans le droit constitutionnel, les institutions, etc. Vous regardez le corps social, son expression, évidemment, et vous le regardez autrement que les sondages, les études d'opinion que vous faites quand vous travaillez pour la CNCDH, et avec des échantillons autrement larges. On n'est pas dans ce doigt mouillé des petits sondages téléphoniques, etc. Donc, je sais quel est votre terrain. Néanmoins, nous savons tous, quand vous parlez de ce temps perdu, vous parliez de « ça se passe par en haut », le présidentialisme français a fait des ravages. Oui. On a un absolutisme présidentiel. Vous parliez des résultats des législatives de 2024. Macron les a balayés et a balayé toutes sortes d'autres choses, la Convention citoyenne sur le climat, a ignoré les gilets jaunes, les dispositions répressives contre la société, la diabolisation des minorités, des manifestations, des dissidences, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que si une présidence d'extrême droite arrivait, elle a tous ses leviers. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on s'est habitué à ce que le pouvoir exécutif, ayant la légitimité de l'élection, s'autorise tout. Et y compris, vous parliez des garde-fous, les nominations. Regardez ce qui se joue pour le défenseur des droits, regardez ce qui est devenu à partie le Conseil constitutionnel parfois. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir présidentiel, y compris le pouvoir d'usage du référendum, sans compter l'article 16 qui n'a pas encore été utilisé, mais qui permet les pouvoirs spéciaux. Donc il y a quand même une mise en péril française, c'est là où je voulais en venir. Et je voudrais, pardon de la question un peu longue, mais pour dire combien... souvent, on oublie de regarder à côté. En Italie, l'extrême droite est présente depuis très longtemps. Madame Meloni, ça fait plus de 5 ans qu'elle est au pouvoir. Elle était là avec Berlusconi pendant des années. Berlusconi a fait monter toute cette extrême droite issue du fascisme italien. Et néanmoins, ce n'est pas tout à fait la même situation. Elle a perdu son référendum. C'est un système parlementaire. Il y a un système médiatique qui n'est pas autant bollorisé que le nôtre. Il y a des mobilisations anti-mafia, sur la corruption, etc. Donc, est-ce que, pardon de la longueur de la question, après je me tais, est-ce que notre système institutionnel ne nous met pas en grave danger ? Oui, il y a effectivement, vous l'avez dit, des articles de la Constitution qui donnent un pouvoir exceptionnel au président de la République. Effectivement, le droit de dissolution, l'article 16, je dirais, et le droit de porter un certain nombre de sujets au référendum. Je suis tout à fait d'accord, cela existe. En même temps, moi, je voudrais continuer à mettre le doigt sur les faiblesses possibles du Rassemblement national. D'abord, ils sont divisés entre eux. Et ils ne sont pas tout à fait exactement sur la même ligne, sur les réformes à apporter. Ils sont d'accord sur la priorité nationale. Mais il y a les bisbilles internes entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Ils n'ont pas la même conception de l'économie, des retraites. C'est quoi leur divergence ? Vous les résumeriez comment ? Sur le plan, oui, Jordan Bardella, oui, elles sont profondes. Jordan Bardella est beaucoup plus libéral sur le plan économique, beaucoup plus prêt à flirter avec le grand patronat qu'une Marine Le Pen, qui est perçue comme plus à gauche, entre guillemets. Comme Zemmour, c'est le même... Zemmour, c'est encore tout à fait autre chose. Encore une troisième variante. Et si vous regardez, justement, Zemmour, prenez les votes, c'est tout à fait intéressant. Zemmour, c'est un électorat conservateur catholique, ce qu'on appelait les catho-tradis. Et il est très sexiste, et du coup, il y a un déficit de vote féminin qui est massif, qui est aussi important que du temps de Jean-Marie Le Pen. Tandis que Marine Le Pen, elle, se présente comme une quasi-féministe. Elle n'a pas défilé à la Manif pour tous. Vous remarquerez que le RN, contrairement à ce qui se serait passé en Italie, s'est divisé quand il y a eu le vote pour inscrire dans la Constitution la liberté d'avortement pour les femmes. Et la majorité des députés RN a voté pour. Donc, ce n'est pas la même chose, Zemmour et Marine Le Pen. Bon, sinon, Bardella, il est aussi pas sur exactement la même ligne sur tout ce qui touche aux alliances. Marine Le Pen est sur la ligne ni droite ni gauche. Ça, c'est sa ligne. Elle l'est toujours. Et elle l'est toujours. Tandis que Bardella, il est sur la ligne, la droite, toute la droite, rien que la droite, c'est sur la ligne Marion Maréchal. Donc là, c'est 2 points sur lesquels
il y a des divergences internes et à l'intérieur du parti. Par ailleurs, les sondages vous montrent bien sûr que l'image s'est progressivement lissée du parti. Mais Marine Le Pen, vous avez quand même encore une minorité qui considère qu'elle a la capacité d'être une présidente de la République. Même si la proportion monte, oui, et eux-mêmes en interne, toutes les personnes qui ont travaillé sur le parti vous disent « oui, mais on sera quand même un petit peu embêtés quand il s'agira de dire qui va être notre ambassadeur ici ou qui va être… » Ils ont encore un déficit en personnel politique. Donc, ils ne sont pas encore arrivés au pouvoir. Et s'ils arrivent au pouvoir, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. C'est les deux seules choses que je peux dire pour contrer votre pessimisme foncier. Non, non, c'est l'inquiétude et l'antichambre de l'espérance. C'est en s'inquiétant qu'on trouve le chemin. Mais en même temps, le portrait que vous venez de faire de la candidate Marine Le Pen, qui, avec la décision judiciaire en appel, va être candidate. Oui, j'oubliais ses ennuis judiciaires. Oui, mais en fait une candidate beaucoup plus potentiellement dangereuse pour ses adversaires, plus rassembleuse, y compris face à la gauche, plus elle brouille plus les pistes. Si elle arrive à aller jusqu'au bout, mais je ne suis pas sûre que du côté du patronat, ce soit elle qui ait la meilleure image ou une meilleure image comparée à Jordan Bardella. C'est intéressant parce que même au sein des droites extrêmes en Europe, beaucoup trouvent que c'est une gauchiste. C'est vous dire. En même temps, ce que nous avons visité dans les émissions précédentes, c'est que cette diversité, ces divisions, vous dites, mais en même temps, ces divisions existaient dans les droites extrêmes et l'extrême droite des années 30, des années 40. Ça n'a pas empêché la catastrophe d'avoir lieu. C'est-à-dire que ces divisions… Est-ce que… Je pense à ce qui s'est passé aux États-Unis. La présidence Trump a eu lieu. Tout le monde a pu voir, y compris le grotesque ne doit pas faire illusion, parce que le grotesque, dans la pièce de Bertolt Brecht, Arthur Howie, c'est un gangster, c'est le chef du gang des choux-fleurs. Et Chaplin, il montre le dictateur comme un clown. Mais le grotesque est fait pour transmettre un message politique, de transgression, ce que faisait très bien Le Pen, Jean-Marie, le père, d'audace, de vulgarité, tout est permis, de violence. Et c'est une pédagogie politique. Marine Le Pen, elle a le soutien d'Elon Musk, ce techno-fasciste, qui est un nazi. Elle s'en passerait d'ailleurs. Oui, elle s'en passerait peut-être, mais elle l'a. Et aux États-Unis, malgré ce premier mandat de Trump, où il a fait une tentative de coup d'État après l'assaut sur la Maison-Blanche, les démocrates, je vais vous provoquer, se sont un peu rassurés comme vous, en disant quand même, tout le monde voit bien ce que c'est un agresseur sexuel, c'est un violent, c'est un mafieux par ses pratiques, etc. Et alors, ils se sont réveillés un peu tard, à l'âge du capitaine, Joe Biden, Kamala Harris, mais ils n'ont pas imaginé que ça puisse passer. Et puis ça s'est passé. C'est vrai, mais vous citiez tout à l'heure le cas de Jean-Marie Le Pen, c'est quand même pas lui qui a fait donner les meilleurs scores au parti, c'est quand sa fille justement est arrivée et qu'elle a mené sa stratégie dite de dédiabolisation, baptisée ainsi avant même qu'elle ait commencé à la faire, mais en tout cas cette stratégie de normalisation et de lissage, c'est là qu'elle a commencé à progresser, beaucoup plus, doubler les scores par rapport à ceux de son père. Donc on peut être un grotesque, mais ça ne marche pas nécessairement aussi bien. La force de ces partis, quand ces partis sont apparus, il y a eu une grande querelle au sein des sciences sociales pour les nommer, pour dire qu'est-ce que c'est, des fascistes, des nazis, des droites extrêmes, des droites radicales, des droites populistes. Il y a eu tout un débat. Et puis progressivement, on est arrivé à l'idée qu'au fond, ce n'est pas justement des droites fascistes. Ce que leur force, c'est de rejeter l'héritage fasciste au sens de violence, corporatisme, tel que le fascisme italien. Ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Piero Ignazzi, un Italien, et il avait fait un très bon papier pour expliquer que la force de ces droites, c'est qu'elles avançaient justement masquées, et qu'elles avançaient avec au moins l'illusion démocratique. Autrement dit, c'est la démocratie électorale et l'irrespect des valeurs. Moi, je préfère le terme de démocratie illibérale. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, le vrai problème, c'est une des raisons pour lesquelles Trump a si bien réussi, c'est quelle est l'offre en face, qui sont les opposants. Et donc, c'est là aussi le problème. Je veux dire, qui peut incarner les valeurs de gauche en France aujourd'hui face à la menace que représente le Rassemblement national. On ne peut pas regarder uniquement du côté de la société, des institutions et de l'électorat. Il y a un problème du côté de l'offre politique.
Et là, il reste très peu de temps. Prolonger. Nous avons, nous, tout le temps, prolongé sur cette offre. Comment vous la regardez? Vous parliez du sursaut de 2024. Il a été imposé par la société. Oui. Les forces politiques ont paniqué. Elles n'avaient pas le temps de se retourner après cette dissolution qu'elles n'avaient pas envisagée. La société a fait pression. En 2 jours, les gauches irréconciliables sont mises d'accord sur un programme, avec même un passage sur l'Ukraine, donc, alors que sur les questions internationales, je veux dire. Et puis, patatras, chacun est revenu dans son couloir de nage. Chacun avec ses logiques hégémoniques, quelles qu'elles soient, plus ou moins sectaires, mais chacun pour soi, et nous y sommes. Et nous y sommes, et nous avons le vrai problème, c'est comment arriver à passer d'une douzaine de candidats à un ou une candidate qui arrive à rassembler. Le vrai problème face à un parti comme le Rassemblement national, il a un avantage, il a un programme clair, il a des candidats clairs, on sait où il va. La gauche, on ne sait plus, il y a une division de ce qui reste de la droite, entre ceux qui lorgnent du côté du Rassemblement national et ceux qui veulent rester indépendants mais représentent de moins en moins. Et puis, il y a les relations entre la France insoumise et le reste de la gauche. Et là, effectivement, pour l'instant, chacun joue perso, chacun joue pour soi. Et même, certains jouent les pompiers pyromanes aux 2 extrêmes du champ politique. Mais justement, vous disiez l'extrême droite, elle est au clair, elle a maintenant sa candidate originelle, elle a ses forces et au fond sa propre discipline interne, j'allais dire. Mais à gauche, on vous objectera qu'il y a une force qui est en ordre de marche. Finalement, y compris l'attitude de ses partenaires adversaires socialistes lui a donné raison, puisque chacun a entretenu les gauches irréconciliables. Et la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle a un parti, une force politique qui est tout à fait ordonnée autour de l'objectif de l'élection présidentielle, un travail sur le programme, des militants, des forces politiques. Et donc il y a une force hégémonique qui est là et qui pourrait vous répondre pour dire écoutez, oui, nous on s'est mis en ordre de bataille, on a pris voilà, et puis rejoignez-nous, c'est ça la réponse. Voilà. Il y a une très très grande cohérence. Le problème, c'est quand vous regardez quand même, quand vous cuisinez un petit peu les sondages, vous voyez qu'il aurait beaucoup de mal, Jean-Luc Mélenchon, à être élu dans un 2e tour. Il a réussi quand même le tour de force à passer comme plus dangereux pour la démocratie que Marine Le Pen. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu les enquêtes baromètres, quand vous regardez toutes choses égales par ailleurs. Il est plus perçu comme un danger pour la démocratie que Marine Le Pen. C'est de l'ordre de 70% pour lui et de 49% pour Marine Le Pen. C'était inimaginable il y a 2-3 ans. Donc il y a eu une évolution de Jean-Luc Mélenchon qui est polarisante, qui joue sur la brutalité et qui refuse la main tendue aux autres composantes de la gauche qui le lui rendent bien. Mais on est dans une situation où tout seul, il ne peut pas gagner une élection présidentielle, au vu en tout cas des données dont on dispose aujourd'hui. Tant le sentiment de la violence, il est plus associé à la violence que Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est associé à un danger pour la démocratie. Et c'était exactement l'inverse quand moi j'ai travaillé sur le Rassemblement national. S'il y avait un parti qui incarnait la violence et le danger pour la démocratie, jusqu'à tout récemment, jusqu'à il y a 2-3 ans. Donc là, il y a quelque chose à faire. Dans la perception par l'opinion. Oui, et oui, un peu plus que dans la perception de l'opinion, c'est dans la manière d'arriver à se parler et à ne pas dire « moi c'est moi » et les autres, ralliez-vous ou je ne m'occupe pas de vous. Ce n'est pas comme ça que ça pourra marcher. D'ailleurs, il y a un point encore plus délicat dans votre dernier rapport pour la CNCDH, où vous montrez une société plus tolérante. Il y a un passage qui d'ailleurs n'a pas été assez commenté. Vous montrez qu'il y a dans les forces, évidemment, de racisme et xénophobie, donc il y a l'islamophobie, il y a la bouc émissarisation de tous nos compatriotes liés peu ou prou par leur histoire familiale ou par leur pratique confessionnelle à l'islam, mais il y a, tout ça est poupée gigogne, aucune discrimination, compris discrimination sur les femmes, sur les minorités de genre, toutes sont liées, toutes s'imbriquent, et on en vient à celle qui a une longue durée historique sur notre continent et dans notre pays, qui est l'antisémitisme. Et là, dans votre enquête, vous le faites très froidement, je disais, sans polémique, il y a un fait documenté
qui est que dans les dernières années, dans la dernière période, dans l'électorat, il ne s'agit pas de diaboliser les militants. Ce n'est pas l'électorat, c'est les sympathisants. Ce qui est encore autre chose. Justement, vous avez raison, dans les sympathisants, ceux qui expriment une sympathie, je ne parle pas des cadres, des militants, etc., je ne veux pas stigmatiser, eh bien, la sensibilité antisémite, pourrait-on dire, du préjugé antisémite, elle est aujourd'hui aussi importante dans des gens qui se déclarent sympathisants de la France insoumise que dans des gens qui se déclarent sympathisants du Rassemblement national. Et je n'y croyais pas quand j'ai regardé. J'ai recommencé 10 fois les calculs, et effectivement, quand on prend tout bêtement la moyenne des gens qui adhèrent à au moins 2 préjugés antisémites sur 5, et là je parle du vieil antisémitisme. Allez-y, on parle beaucoup du nouvel. Les 5 préjugés, c'est les Juifs, êtes-vous d'accord, on entend dire, êtes-vous d'accord, tout à fait d'accord, plutôt pas du tout. Les Juifs ont trop de pouvoir en France. Les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. On donne une liste de groupes. Est-ce que vous diriez qu'ils forment un groupe à part dans la société ou un groupe ouvert ou pas forcément un groupe? Et puis, il y en a un autre qui est les Juifs. Les Français juifs sont des Français comme les autres et on le demande pour tout un tas de minorités. Et l'autre, celle qui a beaucoup bougé après le 7 octobre, pour les Juifs français, Israël compte plus que la France. Alors, prise une par une, ça ne veut pas dire qu'on est antisémite. Ça devient antisémite à partir du moment où on adhère à plusieurs. Et c'est une définition très large que j'ai prise de l'antisémitisme. 2 sur 5, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que la moyenne sur 5, c'est 1,2 dans l'échantillon et que ça monte à 2 quelque chose chez les sympathisants de Mélenchon. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais ça veut dire que, à ma grande surprise, avant, l'adhésion aux vieux stéréotypes antisémites était toujours plus faible. À gauche, elle l'est toujours globalement, mais elle était en dessous chez les sympathisants de Mélenchon, sous le niveau, le score des sympathisants du Rassemblement national. Pour la première fois, ils sont à égalité. Alors bien sûr, il faut nuancer. Il faut ensuite trouver que c'est des petits effectifs. Ce qui me frappe également, c'est que la proportion de personnes qui se disent sympathisantes de LFI, de la France insoumise, elle a diminué en 4 ans. On est passé de 12 à 7%. Tandis qu'aujourd'hui, les sympathisants, le parti qui a le plus de sympathisants dans nos enquêtes, c'est le Rassemblement national, 2 fois plus de 15%. Donc il y a des mouvements, il y a des gens qui ont quitté. D'audience dans les médias, quoi. Donc c'est intéressant, parce qu'il y a des choses, il y a des systèmes des gens qui partent, des gens qui reviennent. Et quand on fait ce qu'on fait toujours, quand on fait des stats, toutes choses égales par ailleurs, il ne s'agit pas simplement d'être proche de la France insoumise, à âge, diplôme, profession, pratiques religieuses égales. Alors là, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que l'effet spécifique d'être proche des insoumis disparaît. Ce qui veut dire que la forte corrélation vient du fait que LFI aujourd'hui attire des personnes qui, en raison de leur niveau de diplôme ou en raison de leur religion, sont plus portées à adhérer à ces stéréotypes antisémites, mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de sympathisants de LFI qui ne sont pas du tout antisémites. On a une hétérogénéité. Donc, tout cela, c'est pour nuancer le tableau. Enfin, si on prend les gens qui adhèrent à au moins 3, là, c'est les sympathisants du RN qui battent tous les records. Mais quand je prends cet indicateur très large de adhère à au moins 2 vieux préjugés sur 5, oui, quand même, on ne peut pas le nier, ils sont aussi nombreux chez les sympathisants de LFI que chez les sympathisants du Rassemblement national. Du côté du Rassemblement national, pour la première fois, on a un recul de cette proportion. 4 points de moins. Tandis que du côté des sympathisants de LFI, en un an, on a vu une montée de l'adhésion. Donc, il se passe quelque chose lié aux stratégies électorales, ces deux pôles du champ politique, où Marine Le Pen poursuit sa stratégie de légitimation, de normalisation, et a réussi la victoire symbolique d'obtenir une légitimité décernée par les époux Klarsfeld, par exemple, ce qui pour elle est une superbe victoire symbolique. Elle réussit à obtenir le vote d'une partie des Français juifs. C'est rien du tout dans les sondages, 0,5% de la population, mais symboliquement, c'est une victoire. Autrement dit, elle a réussi à attirer des personnes qui jamais n'auraient voté pour elle avant, Marine Le Pen, parce qu'elle était perçue comme antisémite. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis le 7 octobre. Tandis que du côté de LFI, depuis le 7 octobre, il y a une crispation sur la question palestinienne qui permet chez certains, pas tous bien sûr, mais chez certains, de passer d'une critique d'Israël, des sionistes, d'une défense, tout ce qu'il y a de plus légitime des Palestiniens, à
l'interpellation des juifs. Tu es juif, donc tu es sioniste, donc tu es pro-Netanyahou, donc tu es un génocidaire. Et c'est cette crispation du débat politique qui est très dangereuse pour l'avenir de l'antisémitisme, parce que non seulement on voit progresser l'antisémitisme aux deux extrêmes, mais Marine Le Pen, elle essentialise les Juifs de France comme s'ils étaient tous derrière Israël et derrière la politique de Netanyahou. Donc aux deux extrêmes, on a des phénomènes d'essentialisation des Juifs de France qui le vivent au quotidien, et c'est très préoccupant pour l'avenir. C'est très important ce que vous venez de dire, d'autant plus qu'il y a un livre que vous connaissez fort bien, d'une étude de Pierre Birnbaum dans la France aux Français, où il rappelait combien il y a, dans la vieille extrême droite française, il y avait, avant la création de l'État d'Israël, par antisémitisme, au fond, le rêve que tous les Juifs aillent en Palestine. Hein, et on a toutes sortes de documents disant, ben oui, très bien, qu'ils soient entre eux, à condition qu'ils s'en aillent tous. On a même une phrase de Marcel Déat, un ancien socialiste converti pétainiste, qui dit « Oui, moi je suis pour le sionisme, à condition qu'ils s'en aillent tous ». C'est-à-dire d'un nationalisme identitaire à un autre nationalisme identitaire, et ça va évidemment avec l'existence, hélas, d'une extrême droite. L'origine ne protège de rien, en Israël aussi, qui est identitaire. Il n'y a jamais eu un gouvernement aussi à droite. Avec là, pour le coup, ce n'est pas la préférence nationale qu'on va mettre au cœur des lois constitutionnelles, parce qu'il n'y a pas de constitution, mais c'est la Torah. Donc c'est une théocratie, c'est la loi divine. Donc effectivement, l'évolution, ça c'est un autre débat, mais l'évolution d'Israël est plus que préoccupante. Mais ce qui est très juste, c'est de dire combien en fait on donne la main à une logique d'essentialisation qui est le moteur même du racisme. Et de voilà. On ne voit plus une personne, on voit un groupe, bien sûr, avec des qualités négatives. On voit d'où tu viens, et c'est d'où tu viens c'est ton origine, on n'est pas égaux, c'est ton origine qui te distingue. Et de ce point de vue, je voudrais qu'on parle par rapport, puisque vous étudiez l'opinion et vous voyez comment cela bouge. On a parlé de la responsabilité des politiques, de certaine manière. Vous venez de parler d'un manque de pédagogie politique, pourrait-on dire, dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions, ou d'utilisation démagogique de certains stéréotypes ou de certains préjugés. Ça a été... Ou faire rire des patronymes juifs. Exactement, nous l'avons commenté, ou Glucksmann, on l'a oublié, mais 2 jours après. Voilà, et qui est ce discriminant qui est le nom, étant toujours, c'est pas une chose banale, et il faut toujours, c'est comme pour le féminisme, il faut d'abord demander aux premiers concernés. S'ils ont ressenti ça comme une blessure, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, oui. Et du coup, je pensais à notre responsabilité, à nous, les médias. Je ne suis pas les médias, on est à Mediapart, mais néanmoins. Vous avez fait un livre, j'ai dit, sur les mots qui fâchent, avec Policar et Korkuf. Et la catastrophe commence par des mots, très souvent, la banalisation des mots. Et et c'est terrible, puisqu'on a été quelques-uns à alerter très tôt sur la responsabilité de cet écrivain Renaud Camus, le grand remplacement, et ce corollaire meurtrier qui est la rémigration, les faire partir. Il y a une partie de notre peuple qui nous occupe, et cette partie, il faudrait la chasser, en fait. Or, ce mot, grand remplacement, ces 2 mots simples, cette idéologie meurtrière, sont maintenant dans le débat public. Oui. En même temps, quand on pose des questions, on s'est amusé à poser quelquefois dans le sondage de la CNCDH, qu'est-ce que veut dire wokisme, islamo-gauchisme, etc. Grand remplacement, c'est pas vraiment... c'est pas passé autant que les autres. Non, il faudrait que je retrouve les données exactes, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais il comprend l'idée générale, sans en avoir l'étymologie. Est-ce que vous sentez... puisqu'on a des médias d'extrême droite, c'est le cas de CNews aujourd'hui, c'est le cas des médias d'opinion qui acceptent de défendre des opinions qui normalement tombent sur le coup de la loi. Depuis, j'ai rappelé dans précédente émission, texte de Pleven de 1972, René Pleven, qu'on retrouve dans la bataille de Gaulle. On ne peut pas tout dire, et blesser, discriminer par des mots. Est-ce que vous sentez l'impact de cette dégradation médiatique dans l'évolution de l'opinion? Au contraire, vous sentez des anticorps dans l'opinion? Je pense qu'il y a quelque chose encore plus important peut-être que ces médias Bolloré, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer leur audience. Oui, on en entend parler tous les jours. Il y a plein de gens qui vous disent qu'ils ne regardent que ça en boucle, mais ce n'est pas la majorité de la population qui les regarde. Moi, il me semble que c'est les réseaux sociaux
auquel il faut faire très 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 attention. D'abord parce qu'il répercute tout ce qui se dit dans les médias traditionnels. Et je dirais que c'est là la clé principale aujourd'hui de la diffusion des idées de l'extrême droite. Au début, ils étaient parmi les pionniers parce que c'était pas cher, on pouvait faire de la pub pour le parti. Ils ont été parmi les premiers à utiliser Internet. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de le faire parce qu'il y a des gens qui parlent pour eux. Et je pense au rôle des influenceurs. Et des influenceurs qui font de la pub pour eux sans le dire sur le mode récréatif. Et en particulier tout ce qui est les masculinistes. Là, c'est quelque chose qui est, si jamais il y a une idéologie, qui est bien une idéologie de la hiérarchie, de l'inégalité, le pouvoir et la domination des hommes sur les femmes. Et il y a une thèse qui vient de sortir d'un nommé Benjamin Teinturier, qui essaie de montrer ce qu'on dit sur le net. Hein, et il montre très très clairement la ressource que constitue pour toutes ces idées d'extrême droite ce qui se dit, ce qui se répercute sur Internet. Encore plus, et ce que disent les médias Bolloré d'ailleurs, que vous allez retrouver là-dessus. Mais c'est là qu'il faut aller regarder les sources d'inspiration, même si tout le monde n'est pas sur le net, et si vous avez encore quelque chose qui s'appelle la fracture numérique, des personnes qui n'y vont jamais pour ça. Mais c'est là qu'il faut aller regarder une des grandes sources d'influence de diffusion des idées d'extrême droite, et avec cette association au masculinisme, même si ce n'est pas la caractéristique numéro 1 de l'électorat du Rassemblement national, mais plutôt celle de Zemmour, mais ça donne une idée globale des hiérarchies dans la société. Et on en revient à la question de l'égalité, parce qu'au fond, la question de la domination des hommes sur les femmes, ou des violences, oui. Et MeToo et les violences sexistes et sexuelles nous l'ont montré, c'est vraiment le cœur de la question de l'égalité, le cœur millénaire et anthropologique Absolument. De la domination. Hein, c'est ce que Françoise Héritier avait dit dans Masculin-Féminin, hein, c'est le cœur et c'est évidemment cette crispation le montre. Il y a un autre thème, vous avez évoqué tout à l'heure, on parlait des affaires judiciaires de Marine Le Pen, j'aimerais votre regard là-dessus. Le monde que nous avons en face de nous est un monde de gangstérisation, hein, de mafieux, d'oligarques, pas de limite. Pas de limite au pouvoir, pas de limite à l'appropriation, pas de limite à la prédation. Et je voudrais voir quel est votre sentiment sur parce que nous, c'est quelque chose qui nous trouble. Nous, en tant que journal, on est au cœur des révélations sur la corruption, pas seulement sur d'autres, hein, on vient de parler de MeToo, mais sur toutes les questions de probité. Oui. Nos révélations sont très importantes, sont populaires, on le voit bien, et en même temps, il y a un gouffre, on en revient à la représentation, entre cela et la façon dont la politique, le monde politique, s'en empare, en fait une question politique, en fait un enjeu démocratique, à tel point qu'il n'y a même pas de propos politiques véritables sur la condamnation de l'affaire Sarkozy, sur la condamnation de Le Pen. Et l'amoralisme de tout ça, nous l'avons sous les yeux avec Marine Le Pen, avec sa double condamnation, avec ses pratiques financières. Est-ce que cette question pour vous, de l'éthique et de la probité est aujourd'hui une question politique centrale, ou est-ce que son déni par le monde politique, finalement, là? Il n'est pas nouveau. En fait, on avait travaillé avec Pierre Lascoum il y a une dizaine d'années sur la probité, et il avait fait des entretiens qualitatifs, des analyses de cas, et on avait fait des petites histoires pour voir où commence la probité chez les particuliers. Je veux dire, est-ce que je vais voir le député pour obtenir une faveur, une place en crèche, etc., jusqu'à la probité des hommes et des femmes politiques. Et on constatait déjà que quel que soit le parti politique, on peut avoir des grands discours sur la probité, mais ça ne joue pas sur la faveur de l'homme ou de la femme politique. Parce qu'on dit, 1, tout le monde le fait. Alors pourquoi taper sur eux? 2, je les connais, ils ont été bons dans ma circonscription. Alors, 1 tien vaut mieux que 2, tu l'auras. 3, c'est des victimes. Ils ne méritent pas. On s'acharne sur eux. Donc la victimisation, le sentiment que tout le monde le fait, et le sentiment que les autres qualités comptent plus, font que ça ne joue absolument pas. Et donc, ce n'est pas nouveau. Je n'étais pas du tout étonnée de voir qu'il n'y ait pas des conséquences de ces affaires et de ces casseroles pour Marine Le Pen. Parce que les réactions
sont les mêmes, et ça c'était il y a plus de 10 ans. Oui, mais est-ce que justement ce n'est pas un déficit profond de culture démocratique de la part des forces politiques, y compris de gauche, de ne pas avoir considéré que cette question est centrale? Oui, mais je pense que c'est très difficile de s'en sortir et que ce n'est pas spécifique à la France. Je veux dire, bien sûr, c'est un vrai problème et je n'ai pas la solution, mais je dirais que ce n'est pas nouveau et que faire la morale est la pire des choses. Ce n'est pas cet argument-là qui marche. Donc il faut trouver une autre manière de le faire, et je ne l'ai pas encore trouvé. En même temps, je faisais la comparaison avec l'Italie, la prise de conscience grâce à l'indépendance de la magistrature, qui n'est pas dépendante du pouvoir exécutif, de la question mafieuse, et du coup, y compris de manière large, avec le succès de Roberto Saviano et d'autres, la société s'est emparée de ce sujet. Oui, et c'est l'unique manière, c'est que la société s'en empare. Et ce n'est pas le cas en France. Et ce n'est pas le cas pas pour de l'instant. grandes manifestations sur ces Non. questions de probité. Non. Et ça, c'est spécifique à la France. Vous voyez bien, vous parliez de la Hongrie. Rappelez-vous que la partie du parti d'Orban. Je ne suis pas sûre que ça soit spécifique à la France. Vous pouvez trouver des pays où il y a eu des mobilisations en profondeur, même avant Manu Pulite, enfin, les opérations main propre, il s'est passé des choses en Italie. Mais la mafia était aussi un niveau très particulier de corruption jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Mais je ne suis pas sûre que ça soit une spécificité française. Quand vous parliez des institutions, oui, là, il y a une vraie spécificité française. Il y a des siècles de centralisme, de centralisation, et il y a ce côté du pouvoir, le présidentialisme. Bon, il y a cette vieille tradition. Au niveau de la manière de réagir contre la corruption, je pense que je pourrais trouver des exemples aux États-Unis, que je pourrais trouver des exemples en Angleterre, et même en Italie, à certains niveaux. Donc je pense que c'est plus compliqué. Oui, en Italie, vous pourriez dire Berlusconi, finalement, a pu régner. Et les médias sous Berlusconi déjà. Donc je pense que c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas là que je verrai la spécificité française. En même temps, pour revenir à votre optimisme du début, on peut se dire, quand on voit que justement cet ancien allié d'Orban qui s'est retourné contre lui, c'est sur une affaire de probité, en l'occurrence comment Orban a voulu couvrir des crimes sexuels qui concernaient un de ses alliés. Quand on voit la révolution des flamants roses en Albanie sur justement ce monde mafieux, puisque ça va de Trump aux héritiers du stalinisme version albanaise et qui sont corrompus et qui sont liés à la mafia. Et la société se mobilise autour de ça. Oui, mais quelquefois, c'est la touche de trop. C'est qui peut être, mais en soi, il y en a tout le temps et ce n'est pas ça qui va faire la différence. Mais ça peut être, dans un contexte particulier, la chose qui fait écrouler l'édifice. Oui. La touche de trop, c'est bien parce que, vous savez, c'est la formule de Walter Benjamin, il disait par rapport aux philosophies de l'histoire, ce qui se rassure à bon compte. Lui, il disait non, la catastrophe, c'est que tout continue comme avant, avant de se suicider de désespoir et de lucidité en septembre 40. Et il disait, en fait, contrairement aux marxistes qui croient que l'histoire est écrite et que la révolution va venir un jour ou l'autre et tout, il dit non, ça ne se passe pas comme ça. C'est les passagers d'un train, ils sont très très différents, les passagers, ils sont d'horizons très différents, de classes sociales très différentes, mais à un moment, ils prennent conscience que le train va dans le mur. Et là, ils tirent ensemble le signal d'alarme. C'est ça, joli fin. Ce moment-là. J'ai commencé avec Brecht et Arthur Howie, et voilà, c'est la traduction que je préfère de l'épilogue. « Apprenez donc à voir au lieu de rester béat, et agissez au lieu de parler encore et encore. Sur le monde, ça aurait presque imposé sa loi. Les peuples se sont montrés les plus forts. Que personne ne triomphe trop vite toutefois, le ventre est encore fécond d'où ça sort. Apprenez donc à voir au lieu de rester béat et agissez au lieu de parler encore et encore. » On va agir alors. Nous allons agir. Merci Nona Meyer. Merci.